Salut les petits clous, aujourd'hui je vous propose de plonger dans la vie fascinante de l'un des occultistes les plus influents de la fin du 19e siècle. Papus, de son vrai nom Gérard Ancos. Médecin, kabbaliste, théurge, écrivain prolifique et fondateur d'ordre initiatique, Papus a marqué de son empreinte tout un pan de l'histoire de l'occultisme européen. Et si vous pensez que c'est un vieux barbu qui griffonne dans son grimoire poussiéreux, accrochez-vous parce que le gars était plus rock'n'roll qu'il n'y paraît. Juste une petite info avant de démarrer, à partir de maintenant, le rythme des vidéos va s'accélérer. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez soutenir la chaîne pour que je puisse continuer à produire du contenu régulièrement, pensez au Tipeee. Même un petit don mensuel, ça fait toute la différence. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui participent déjà et à ceux qui participeront à l'avenir. Je vous fais des bisous et maintenant on attaque la vidéo. Gérard Anaclet Vincent Ancos, né le 13 juillet 1865 à La Corogne en Espagne. Son père, Louis Ancos, est un chimiste français et sa mère, Emilia, est une espagnole d'origine russe. Il est donc dès la naissance le fruit de plusieurs cultures, un mélange d'Orient et d'Occident, de rigueur scientifique et de mystique hérité des steppes. Cette combinaison jouera un rôle fondamental dans la construction de son imaginaire. Dès son plus jeune âge, Gérard montre une curiosité insatiable. Il lit tout ce qu'il peut trouver. Un jour, alors qu'il était enfant, il tombe sur un vieux livre de son père contenant des formules chimiques annotées de symboles étranges. C'est une révélation et je comprends parce qu'on est dans les années 1870, alors tomber sur un bouquin de chimie de son père, ça devait être quelque chose. Il commence à collectionner les livres de sciences naturelles, puis ceux de philosophie, puis enfin les ouvrages ésotériques qu'il dévore en cachette. Enfin, il les dévore, il les lit, il les dévore pas vraiment. Non mais je précise parce que bon... Dans les ruelles de Paris où il passe son adolescence, on raconte qu'il pouvait passer des heures dans les librairies spécialisées, fouillant les rayons à la recherche d'un ouvrage rare ou d'un grimoire oublié. Sa scolarité est brillante, mais il reste un garçon à part. Au lycée, on se moque un petit peu de ses lectures étranges et de ses carnets remplis de pentacles et d'équations. Mais le petit Gérard, il en a pas grand-chose à secouer. Il sait déjà que sa vie ne sera pas ordinaire. Quelques années plus tard, il entre en apprentissage dans une pharmacie parisienne où il découvre les propriétés médicinales des plantes, la base de la chimie, mais aussi les croyances populaires qui entourent certaines préparations. C'est ainsi qu'il commence à voir des ponts entre la médecine et la magie. À la fin de son adolescence, il se rend souvent à la Bibliothèque nationale où il découvre les textes d'Hermès Trismégiste, de Paracelse et de Jacob Bohème. Il recopie des passages entiers à la main, il les annote, les commente et il fréquente aussi les milieux spirites qui étaient très en vogue à l'époque. Il assiste à des séances de tables tournantes et discute avec des médiums. Une anecdote raconte qu'un soir, au cours d'une de ces séances, une entité aurait affirmé que notre cher Gérard serait le guide des nouveaux mystères. Une prophétie qu'il prendra au sérieux toute sa vie. Lorsqu'il entre à la faculté de médecine de Paris, il a déjà l'aura d'un érudit. Il alterne les cours académiques le jour et les expériences ésotériques la nuit. Il tient un journal dans lequel il consigne ses rêves, ses intuitions, ses lectures et ses expériences. Il s'essaie à toutes sortes de pratiques, l'hypnose, les passes magnétiques ou encore l'écriture automatique. C'est un étudiant brillant mais atypique. Ses professeurs ne savent pas trop quoi penser de lui. Certains l'admirent et d'autres le trouvent un petit peu inquiétant. En 1894, il soutient une thèse de doctorat en médecine intitulée « Des applications thérapeutiques de l'hypnotisme ». Ce choix est tout sauf banal. L'hypnotisme, encore controversé à l'époque, est pour lui une porte d'entrée vers l'invisible. Il y voit la preuve que l'esprit peut influencer la matière et que la conscience est une force agissante. Cette thèse incarne parfaitement son ambition, réconcilier la science la plus moderne avec les traditions les plus anciennes. Il veut faire de la médecine une voie d'éveil. Papus, ce futur nom qu'il choisira bientôt, est déjà en gestation dans l'esprit du jeune Gérard. Un esprit en ébullition nourri à la fois par le rationalisme du 19e siècle et par les lueurs de l'ésotérisme éternel.
Vers 1888, notre ami Gérard prend le nom de plume Papus, inspiré d'un esprit médecin mentionné dans un manuscrit néoplatonicien connu sous le nom de Nuctéméron d'Apollonius de Tyane. La vache! Elle était vachement longue cette phrase. Papus n'est pas un simple pseudonyme, c'est une incarnation. En choisissant ce nom, il affirme son identité spirituelle. À partir de là, il devient une figure centrale du renouveau ésotérique européen. Il commence par publier des articles dans des revues spécialisées comme l'Initiation ou La Voix. Rapidement, il en devient le rédacteur en chef, imposant une ligne à la fois rigoureuse et accessible. Tiens, rigoureux et accessible. C'est ce que j'essaie de faire sur la chaîne, ça. Oh mon Dieu! Serais-je le nouveau Papus? Non, ça va, on va redescendre un petit peu, faut pas déconner. Et pour être franc, ça me fait pas plus envie que ça. Notre ami Gérard, franchement renommé, a cette capacité rare de traduire des concepts complexes comme la Kabbale, la théosophie ou la magie cérémonielle dans un langage clair et pédagogique. Mais il n'est pas qu'un théoricien, il est aussi un homme d'action. En 1890, il cofonde avec Stanislas de Guaita et Joséphin Péladan l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Et si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. J'en parle assez souvent dans mes vidéos, et si ça ne vous dit rien, eh ben... qu'est-ce que vous attendez pour regarder toutes les autres vidéos? Ce cercle regroupe les penseurs les plus brillants de l'époque, entre ésotérisme, symbolisme et littérature. Les réunions sont parfois solennelles et parfois un petit peu plus... comment dire? Par exemple, une anecdote raconte que lors d'un rituel, l'un des participants se serait évanoui en pleine invocation parce qu'il aurait entrevu un ange. Voilà, c'est tout. En 1891, Papus fonde ce qui restera son chef-d'œuvre organisationnel, l'ordre martiniste. Inspiré des écrits mystiques de Louis-Claude de Saint-Martin, ce mouvement veut concilier spiritualité chrétienne et initiation ésotérique. Il structure l'ordre en 3 grades, associé, initié et supérieur inconnu. Chaque grade correspond à une étape du chemin intérieur. L'ordre attire des centaines de membres, dont certains personnages très influents, écrivains, médecins, aristocrates et aussi de très hauts fonctionnaires. Une loge est même créée en Russie sous le patronage discret mais bien réel de la famille impériale. Papus multiplie les publications et en 1892, il sort le traité méthodique de sciences occultes, un bouquin dense et structuré qui aborde la Kabbale, l'astrologie, la magie et le symbolisme chrétien. Ce livre, vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, devient un classique. En parallèle, Papus donne des conférences dans toute la France et se voit surnommé le docteur de l'invisible. Ah mais en fait c'est carrément Doctor Strange, Papus. Et ce n'est pas tout, il dirige la bibliothèque Chacornac, une maison d'édition spécialisée dans les sciences occultes. Sous son impulsion, elle publie les œuvres de Paracels, d'Eliphas Lévi et de Fabre d'Olivet. Il veut rendre ses savoirs disponibles à tous car il déteste le secret. Pour lui, l'ésotérisme est une science, pas une religion. Papus incarne à lui seul cette fin de siècle bouillonnante, où l'on croit autant aux rayons X qu'aux esprits, où la science flirte avec le sacré. C'est un bâtisseur de ponts entre les mondes, un initiateur au sens le plus noble du terme. Papus n'est pas un rêveur enfermé dans sa tour d'ivoire. Il croit en l'efficacité de l'action magique sur la société et souhaite peser sur le cours de l'histoire. Dès les années 1900, il met son savoir au service de ce qu'il appelle la régénération spirituelle de l'Europe. Pour lui, les crises politiques, les conflits sociaux, les tensions internationales ne sont que la manifestation d'un déséquilibre spirituel profond. Et qui mieux qu'un initié pour tenter de le corriger? Il noue des liens étroits avec la Russie impériale, où il est reçu à plusieurs reprises à la cour du tsar Nicolas II. Grâce à son réseau martiniste, mais aussi par l'entremise de son confrère Philippe de Lyon, un guérisseur mystique très influent auprès de la tsarine Alexandra, Papus devient un conseiller occulte du couple impérial. Il propose des rituels, rédige des talismans de protection et envoie même des lettres de recommandation astrale. J'imagine que le timbre doit coûter cher. Il avertit le tsar que des forces ténébreuses menacent la dynastie.
Certaines sources affirment qu'il aurait prédit la révolution russe plusieurs années à l'avance, mais c'est une info à prendre avec du pain sec, bien évidemment. Mais son influence se heurte à un rival de taille, le célèbre guérisseur Raspoutine, également très proche de la famille impériale. Là où Papus prône la structure initiatique, la hiérarchie et une tradition mystique européenne, Raspoutine représente une force mystique plus brutale, plus instinctive et plus sauvage. Les deux hommes ne se rencontrent jamais directement, mais se livrent une guerre symbolique à distance. Dans les milieux ésotériques, cette opposition est devenue assez mythique car elle symbolise la lumière structurée de Papus contre l'ombre incontrôlée de Raspoutine. Notre cher Gérard ne limite pas son engagement à la Russie. En France, il se mêle au débat de société avec une énergie remarquable. Il écrit dans des revues politiques, participe à des conférences, échange avec des francs-maçons républicains, aussi bien qu'avec des monarchistes mystiques. Pour lui, la République française n'est pas un problème, à condition qu'elle s'ouvre à une spiritualité profonde. Il rêve d'une France initiatique guidée par des sages, fondée sur la justice et la fraternité. Une utopie politique à la croisée du mysticisme chrétien et de la philosophie des Lumières. Eh ben heureusement qu'il n'est plus là, hein. Il serait déçu le pauvre. En 1905, alors que l'Europe s'enfonce dans les rivalités nationalistes, il tente de créer un conseil occulte international, une sorte de grande loge invisible regroupant des représentants des principales traditions initiatiques, kabbalistes, soufis, francs-maçons, alchimistes ou encore gnostiques, avec l'objectif d'offrir une voie de réconciliation spirituelle entre les peuples. Alors ce projet n'aboutira jamais, mais il montre à quel point Papus pensait en grand, bien au-delà des loges parisiennes. Il faut imaginer un Papus jonglant entre ses consultations médicales, ses cours d'ésotérisme, ses publications et ses missions discrètes en Russie. Un sacré personnage. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il continuera d'essayer de faire entendre une autre voix, celle de l'ésotérisme comme outil de pacification. Lorsqu'en 1914, les armes se mettent à parler, il ne renonce pas. Il s'engage comme médecin militaire volontaire et continue à enseigner l'initiation à ceux qu'il croise, entre deux blessés à soigner. Avant d'attaquer le dernier chapitre de sa vie, on va ouvrir une parenthèse pour tenter de comprendre sa pensée. Comprendre l'importance de Papus dans l'histoire de l'ésotérisme, c'est plonger au cœur de sa pensée. Car plus qu'un érudit ou un organisateur, il était un philosophe du sacré, un architecte du sens. Sa vision du monde repose sur plusieurs piliers fondamentaux, qui traversent toute son œuvre et ses actions. D'abord, il croyait en une tradition primordiale, une sagesse originelle transmise à travers les âges sous différentes formes. Kabbale, alchimie, tarot, mysticisme chrétien, soufisme ou encore hindouisme. Toutes ces voies ne sont pour lui que des facettes d'une même vérité universelle. Il parle souvent de science occulte au singulier, comme s'il s'agissait d'un savoir unique, voilé, qu'il faut dévoiler pas à pas. Cette vérité ne se découvre pas par la foi aveugle, mais par l'expérience directe. C'est là un point crucial de sa doctrine. L'initié n'est pas celui qui croit, mais celui qui sait. Il doit observer les lois de la nature, comprendre les cycles, méditer les symboles et pratiquer les rites. Pour Papus, la connaissance est un chemin de transformation intérieure. On reconnaît ici l'influence de Saint Martin, mais aussi des gnostiques anciens et des philosophes hermétiques de la Renaissance. Ensuite, Papus voit dans l'homme un microcosme, un reflet de l'univers. Tout ce qui existe dans le monde extérieur existe aussi dans notre intériorité. C'est le principe hermétique que vous connaissez probablement, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme, en se connaissant lui-même, peut comprendre le cosmos. Il peut aussi agir sur lui par la magie, par la prière et par la méditation. L'ésotérisme n'est pas un retrait du monde, mais plutôt une manière d'y participer activement. Dans ses écrits, il développe une vision très structurée de la voie initiatique. Pour lui, le monde matériel n'est pas une illusion, mais c'est un laboratoire. C'est en agissant dans la matière que l'on purifie l'âme. Cette vision active et transformatrice est au cœur de sa méthode. Papus croyait à la possibilité d'un renouveau spirituel collectif. Pour lui, la crise de la modernité, c'est-à-dire le matérialisme, l'individualisme et la perte de sens,
ne pouvait être résolu que par un réveil des consciences. Il appelle ce projet la régénération. Il rêvait d'une société fondée sur les lois spirituelles, dirigée non pas par des politiciens, mais par des sages. Une théocratie intérieure, éclairée et éthique. Définitivement, c'est bien qu'il n'ait pas connu notre époque. Je pense que la déception aurait été trop grande. C'est cette combinaison unique de mysticisme, de rationalité et d'engagement qui fait de Papus une figure si singulière. Il ne s'est pas contenté de rêver. Il a agi, écrit, enseigné, guéri et rassemblé. Il a incarné à sa manière le modèle du mage opératif, héritier des anciens mais résolument modernes. En cela, il a marqué l'histoire de l'ésotérisme, non seulement par l'ampleur de son œuvre, mais surtout par son ambition, redonner à l'homme les clés de sa destinée. Papus meurt le 25 octobre 1916 à Paris, en pleine Première Guerre mondiale, des suites d'une pneumonie contractée alors qu'il soignait des soldats blessés. Jusqu'à ses derniers jours, il continue de mêler la médecine à l'ésotérisme, soignant les corps sans jamais perdre de vue les âmes. Il meurt à 51 ans, épuisé mais fidèle à sa vocation, transmettre une lumière dans l'ombre des temps modernes. Sa disparition laisse un vide dans les milieux occultes européens. Pour beaucoup de ses contemporains, il n'était pas seulement un érudit ou un initié, mais un maître. Il a formé des générations entières de chercheurs spirituels qu'il appelait affectueusement ses compagnons de l'invisible. À travers l'ordre martiniste qui continue d'exister sous différentes obédiences, son influence se perpétue encore aujourd'hui. Mais l'héritage de Papus ne se limite pas à une structure initiatique. Il laisse une œuvre colossale. Plus de 160 livres, articles, revues, manuels et conférences. Parmi ses ouvrages majeurs, on trouve La science des mages, Le tarot des bohémiens, Traité élémentaire de sciences occultes ou encore La Kabbale. Dans chacun d'eux, il ne se contente pas de transmettre un savoir, il cherche à en donner les clés, à le rendre vivant, applicable et transformateur. Il est aussi l'un des rares occultistes de son temps à dialoguer avec la science contemporaine. Il correspond avec des médecins, des psychiatres et des chercheurs convaincus que l'occultisme pouvait enrichir la science et non la contredire. Papus est également une figure littéraire. Il inspire de nombreux romanciers de l'époque symboliste. Des auteurs comme Stanislas de Guetta lui rendent hommage et plusieurs personnages de romans ésotériques portent sa trace. Plus récemment, il est apparu dans des œuvres de fiction, des bandes dessinées ou même des jeux de rôle, où son nom reste associé à la figure du mage lettré et bienveillant. Mais peut-être que le plus grand héritage de Papus, c'est cette idée simple mais puissante, que la connaissance est un chemin d'éveil. Pour lui, étudier les symboles, comprendre la Kabbale, pratiquer la magie ou méditer sur les arcanes, ce n'est pas fuir le réel, c'est au contraire l'embrasser pleinement. Il croyait profondément que chaque être humain est un temple en construction et que les traditions initiatiques sont le plan de ce sanctuaire intérieur. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les loges, les bibliothèques occultes et les cercles d'études. Il est souvent cité comme l'un des derniers grands magiciens européens à avoir voulu concilier l'ésotérisme avec l'action, le rituel avec le soin et le mysticisme avec la citoyenneté. Papus n'est pas qu'un personnage historique, il est une figure tutélaire de tous ceux qui cherchent à décrypter les arcanes du monde. Alors si vous tombez un jour sur un vieux bouquin de lui dans une brocante, ne passez pas votre chemin. Peut-être qu'entre deux pages, vous trouverez une clé. Car comme il le disait si bien, le monde est un symbole, à nous de l'apprendre et de l'interpréter.